Alors, je place ça sous la houlette du changement de narratif. Oui. Du nation branding. Oui. Je n'ai pas la prétention de faire du nation branding à l'échelle parce que c'est hyper énorme. C'est tout un département Oui. de marketing à part entier. Oui. Mais c'est le changement de narratif. Oui. Comment est-ce qu'on a vendu le Cameroun? Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit sur le Cameroun? Oui. Est-ce qu'on a vendu le Cameroun cher à la peau? C'est toutes ces questions qu'on doit se poser pour arriver donc à la solution. Oui. Alors, moi, j'ai utilisé une arme de bataille, comme je le dis toujours, le storytelling. Mais finalement, mon diplôme de lyrique m'a sauvé. Mon diplôme de lyrique m'a permis en réalité de déceler le problème d'intégration régionale par le tourisme, ou alors de résoudre le problème des rencontres de peuples par le tourisme et finalement proposer une solution ludique à la société camerounaise et à l'économie du tourisme. Alors, c'est passionnant ce que tu es en train de... La chaîne de valeur du tourisme, c'est le transport, la nutrition, l'hébergement et les activités. Ça, c'est comme ça comment je conçois le tourisme. L'objectif était d'amener des gens de Douala, du Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, passant par la road trip. Mais on ne peut pas amener les gens d'un pays à l'autre si on ne les a même pas fait visiter les sites de leur pays d'abord. Exact. Alors, il y a un site en face de nous ici, l'île de Djebalé, qui est le spirit centre de la tradition Douala. Qui est l'endroit où tout a commencé pour la spiritualité Douala, où le Ngondo se fait. Je décide, rassurez-vous, on va parler de tourisme. Mais avant de parler de tourisme, il faut que je vous dise comment on en est arrivé là. Le tourisme, ce n'est pas l'apanage de tous les Camerounais. C'est pas un mot-clé qu'on va retrouver dans la bouche d'un lambda. Donc, comment est-ce que Olivier Malonté s'est retrouvé au cœur du tourisme et la vente de la destination Cameroun? Bienvenue à cette édition de notre Cyberzone Talk. Nous vous avons dit, c'est une émission, c'est un espace qui est dédié aux créateurs, c'est un espace qui est dédié à ceux qui font, c'est un espace qui est dédié à l'ensemble de jeunes qui ont décidé de ne pas subir, ceux qui peuvent driver notre économie, ceux qui peuvent apporter leur touche à la valorisation de notre potentiel économique. Aujourd'hui, nous recevons un jeune qui fait quelque chose qui est souvent un peu compliqué, quelque chose qui est parfois mal compris dans notre contexte, dans notre société. Aujourd'hui, nous recevons Olivier Malonté. J'espère que je prononce ça très bien. Tout à fait. Merci Olivier. Nous te remercions d'avoir accepté notre invitation, ceci sans complication et ceci aussi sans protocole en fait. Alors, c'est un honneur pour moi d'être ici. Je dis toujours que je suis de la même famille avec les gens sympas et gentils. Je suis de la même famille avec les gens positifs et c'est pour ça que je suis là. Exactement. Merci beaucoup, Olivier. Nous espérons que les jeunes vont tirer le maximum de ce que vous proposez parce que, disons-nous les vérités, nous avons plusieurs domaines d'activité dans lesquels chacun peut apporter sa touche, dans lesquels chacun peut apporter sa valeur. Et justement, le domaine dans lequel tu exerces est un domaine qui parfois est perçu comme complexe du fait de la logistique qui est parfois un peu trop lourde sur ce côté. Olivier, généralement ici on ne présente personne, chacun s'occupe de sa présentation. Ainsi, qui est Olivier Malonté? Qu'est-ce qu'il fait et d'où naît la volonté ou l'inspiration de faire ce que vous faites aujourd'hui? Déjà, merci de me recevoir sur votre plateau. Comme je disais, c'est un honneur d'être là. Rassurez-vous, on va parler de tourisme. Mais avant de parler de tourisme, il faut que je vous dise comment on en est arrivé là. Le tourisme, ce n'est pas l'apanage de tous les Camerounais. C'est pas un mot-clé qu'on va retrouver dans la bouche d'un lambda. Donc, comment est-ce que Olivier Malonté s'est retrouvé au cœur du tourisme et la vente de la destination Cameroun? Alors, il faut dire que moi, j'ai une formation de sciences politiques. En 2010, j'obtiens mon baccalauréat anglophone. Parce que le DCI. Justement. Je vais donc à Boya faire des études de sciences politiques. Qui me passionnent parce qu'à l'époque, on m'appelait monsieur le préfet. Donc, je pensais pouvoir faire sciences politiques et ensuite entrer à l'ENAM en administration pour finalement être administrateur. Donc, au cours du chemin, finalement, je suis influencé par ma grande sœur, à qui je fais un coucou, qui s'appelle Diane Yenge. Elle avait fait donc master en relations internationales après des études de sciences politiques. Et moi, je me suis dit, OK, on sait tous comment ça se passe dans notre pays. Donc, c'est pas le sabotage. Mais pour entrer à l'ENAM, il faut avoir les pieds sur terre. Donc, à l'IRIC, c'était un concours où on voulait des compétences. On voulait que chacun montre son intelligence. Je suis allé.
Pendant le concours, j'ai gagné ma place. Oui. Et je suis donc entré à l'Institut des Relations Internationales en Master 1, option intégration régionale et management des institutions communautaires. C'est important de raconter cette histoire parce que c'est de là que tout a commencé. Alors quand je suis au campus, nous on est des experts en intégration régionale, on est des experts pas de l'ensemble, mais de la rencontre des peuples en Afrique centrale. Que ce soit de façon institutionnelle, que ce soit de façon culturelle, touristique ou encore même économique. Nous on est censé pouvoir apporter des solutions pour que les populations du Tchad, du Congo-Brazzaville, du Cameroun, de la Centrafrique se rassemblent. Justement. Alors, pendant ce temps, le directeur de l'IRIC de l'époque, qui est un papa adorable, M. Jean Tabi, il décide de nous envoyer en visite d'études sur le terrain. Et qui dit intégration régionale dit zone de frontières. Donc, il nous met un bus à disposition, il nous donne de l'argent et on a fait quelques petites cotisations. On a organisé un trip. Une excursion. Une excursion peut-être académique. Cette fois-là. Pour aller toucher du doigt les réalités d'intégration régionale. On prend le bus, on quitte de Yaoundé, passant par Ebolowa, on arrive à Ebolova, on prend la route donc pour d'abord Kéossi. La dernière ville camerounaise avant d'entrer à Ebébéine au Congo, en Guinée équatoriale, et Méokié au Gabon. Donc, on prend le bus, on s'apprête à prendre les logements, la nutrition, en fait, toute la chaîne de valeur d'une excursion. Transport, logement, nutrition et les activités qu'il fallait faire. Pendant le trajet, on était enjaillé, on était content beaucoup. C'était la première fois pour moi de sortir du Cameroun. C'était la première fois pour moi d'aller à une excursion de ce genre. Justement. J'ai été grandement marqué. Pour moi, c'était un grand moment de vie. Quitter du Cameroun à 7 heures du matin et se retrouver dans un autre pays à 17, 18 heures. Il fallait le vivre. Quand on vit tout ça, je me dis, si moi j'ai vécu ça, alors pourquoi est-ce que mes autres compatriotes ne peuvent pas le vivre? Ça reste dans un coin de ma tête et puis je continue mon école. À la fin du cursus, on nous donne encore la possibilité d'y aller une deuxième fois. On y va et la même, je veux dire, j'ai ressenti le même besoin d'y amener des gens, de faire ressentir ce même sentiment de se retrouver dans une frontière à 3 pays. Parce que c'est rare, faut le dire. Là, c'est clair. Alors, pendant l'écriture de mon mémoire, je propose en fait maintenant le transport comme vecteur d'intégration régionale en Afrique centrale. Et qui dit transport dit déplacement, dit excursion, dit tourisme. C'est de là que tout part. Je me donne pour ambition donc de faire voyager des gens de Douala pour cette zone-là. Je savais pas encore quand. Je savais pas encore comment. Mais dans mon mémoire, j'ai proposé ça comme solution. Alors, l'histoire commence là, mais ce n'est pas vraiment là que ça commence. Je me retrouve dans la Douala, on est au Cameroun. Il y a le chômage, il n'y a pas d'opportunité pour les jeunes. Malheureusement, hein, je ne suis pas un adepte de la promotion du négativisme, mais c'était ça la réalité. Donc finalement, je me retrouve à travailler dans une société de la place qui faisait dans les call centers. Je me dis, c'est ici, moi. Ça va aller. Tout le monde me dit, tu fais quoi ici? Tu es un diplomate, tu fais quoi avec le casque? C'est pas évident. C'est quoi ça? Tout le monde me dit ça. J'ai dit non, j'ai 6 mois, je veux pas rester à la maison, je veux pas dépendre de papa. Normalement. Donc, je fais finalement 3 ans là-bas. 3 ans de galère. Mais, je dis à tous les jeunes Camerounais, je le disais même encore à une jeune sœur tout à l'heure, il faut pas baisser les bras. Absolument pas. Sincèrement, c'est pas un message de motivateur, hein. C'est la réalité. Partout et tout ce que tu fais va te rapporter quelque chose. Finalement, mon passage au call center m'a appris quelque chose. Je ne sais pas tu peux imaginer ce que ça m'a appris. Non. Ça m'a appris la gestion de la relation client. Ça m'a appris à gérer le client dans toutes ses humeurs, dans toutes ses façades, surtout quand il est face à une réclamation. Je l'ai fait pendant 3 ans. Aujourd'hui, le client est roi pour moi. Et je maîtrise tout le process de gestion d'un client. Pourtant, j'y allais
par dédain, j'y allais par que faire. Ah, que faire? Je voulais sortir de là rapidement. Exact. Mais je suis sorti de là finalement un beau jour. Alors c'est là où tout commence. Ta vraie histoire. Un fameux 19 novembre, j'oublie pas cette date, ou alors novembre, je décide d'organiser le tout premier événement touristique. L'objectif était d'amener des gens de Douala, du Cameroun, en Guinée équatoriale, au Gabon, passant par la road trip. Oh. Mais on ne peut pas amener les gens d'un pays à l'autre si on ne les a même pas fait visiter les sites de leur pays d'abord. Exact. Alors, il y a un site en face de nous ici, l'île de Djebbalé, Ouais. qui est le spirit-centre de la tradition Douala. Exact. Qui est l'endroit où tout a commencé pour la spiritualité Douala, où le Ngondo se fait. Oui. Je décide d'y aller visiter seul. Ouais. Pendant mes congés. J'arrive, je visite, je ressens la différence entre être sur Douala et être sur l'île de Djebbalé. Exact. La traversée, c'est 15 à 20 minutes. Ok. J'y vais. Ensuite, je ramène d'autres personnes. Après, je me dis, c'est ici que tout va commencer. Oui. Je fais donc une affiche. J'intitule Djebbalé Trip. Je travaille encore. Oui. Donc, j'utilise en fait mes collègues comme clients potentiels. Justement, je les premiers. publie le visuel et boum. Tout le monde veut partir. L'excursion, c'était 10 000, je pense. Oui. J'ai eu près de 50 personnes. Wow. C'est énorme. Une première expérience. C'est énorme, c'est énorme. Mais, rendez-vous compte, le budget ne suffisait pas. Oui. J'ai dû prendre de mes propres sous. Oui. Presque 600 000 de plus pour investir dans la première excursion. Exact. Alors, la première excursion, pour moi, c'était le plus grand moment de ma vie dans le monde entrepreneurial. J'ai justement respecté j'ai envie de dire, c'est pas les 4 P de tourisme, mais c'était la chaîne de valeur du tourisme, c'est le transport, la nutrition, l'hébergement et les activités. Ça, c'est comme ça comment je conçois le tourisme. Alors, j'ai pu quand même mettre à disposition des chaloupes. J'ai loué un endroit on appelait à l'époque le Sommoir à Bonasama. Où les gens sont venus le matin, ils ont pris leur petit déjeuner, il y avait des groupes d'abélés pour les accueillir, il y avait des jeux d'enfants, ceux-là, en attendant que les pirogues gars, pour les prendre. Alors les pirogues les prennent, c'était un moment fantastique parce que un jeune j'avais quel âge à l'époque? On était en 2019, je pense que j'avais 24, 25 ans. Mettre 50 personnes sur des pirogues. C'est une grosse responsabilité. Mais en fait, le management de l'hospitalité ou alors ce dans qu'on fait, c'est de la responsabilité continue. Exact. Moi, j'étais tranquille. Mais vous savez, les gens qui m'ont mis la pression, non, c'est mes parents. Quand ils sont arrivés, qui organise ça? Ma mère. Dit que c'est toi. Tu as mis 50 personnes dans les pirogues. Elle m'a foutu une trouille incroyable. Bon, moi-même, j'ai ressenti cette trouille, parce que s'engager comme ça, sur l'eau. 2 pirogues partaient. Ça se voyait, les gens étaient... J'ai même encore les images, je vais vous montrer à la fin C'était incroyable. On arrive sur l'île. Les gens de Djebbalé, c'était la première fois qu'ils voyaient venir autant de jeunes Camerounais parce que, faut le dire, les gens qui partent sur Djebbalé, la plupart du temps, avant qu'on ne vulgarise de façon vraiment constante, c'était les Blancs. Moi, je découvre l'île au moment où le footballeur Mbappé arrive ici, en toute honnêteté. Et c'est quand même une honte, ça, il faut l'avouer. Pourtant, Douala, c'est Djebbalé. Parce que tout part de la culture, tout part de la spiritualité. Là, c'est clair. Alors, arrivé là-bas, ils visitent, ils reviennent donc sur Bonasamba où toutes les activités culturelles, c'était une excursion culturelle. On a joué au Dorchi Babou, tir à la corde, et quand la nuit est arrivée, on a fait un feu de camp, on a dansé tout autour du feu. C'était magnifique. Exact. Alors, c'est de là que tout est parti. Djebbalé Trip, ensuite j'ai fait la croisière tropicale qui était dans le même ordre. Et cette fois-ci, la fête se faisait sur la pirogue. J'ai appelé ça la croisière tropicale. On arrive sur des pirogues, on met un barbecue sur la pirogue, on met des baffes, on fait venir des animateurs en tout genre et on sillonne le fleuve Vouri comme une croisière, mais une croisière tropicale. Parce que nous, on n'a que des pirogues, on n'a pas des bateaux. Exactement. Voilà. On a que des pirogues. Et quand tu dis ça, une question sécurité, il est clair qu'on va revenir sur toutes ces questions et te laisse chuter. Mais moi, ça me renvoie. Ça fait peur, n'est-ce pas? Oui, ça fait peur.
Comme je dis toujours à tous mes jeunes frères qui me demandent comment tu fais et tout, je pense qu'on organise tout ça avec l'esprit. Oui. C'est quelque chose que tu bâtis en toi. Tu rentres en harmonie avec les forces vives de la nature. Je le dis, beaucoup de gens vont dire, ah, il est compliqué. Non. Non. Je suis simple. Mais j'ai compris que tout ça s'organise dans l'esprit. Exactement. À chaque fois que j'emmène des gens dans l'eau, je vais vers l'eau. Tout naturellement, je dis, s'il y a des ancêtres ici, s'il y a des esprits dans cet endroit, moi, je ne viens que kiffer. Oui. C'est tout ce que je viens faire, rien d'autre. Rien. Et s'il y a quelqu'un qui est en train d'arriver avec des trucs compliqués, permets-moi de porter ça sur moi. C'est toujours comme ça. Du coup, quand tout le monde panique, je sais déjà que sur le point matériel, il y a des gilets que une fois que tu as, tu ne peux pas couler. Disons. Les personnes qui pilotent le navire sont sous mon contrôle énergétique. C'est-à-dire que je les porte également. Exactement. Et je porte tous ceux qui sont, parce que tous ceux qui arrivent, je me prends la peine de les saluer. Je prends la peine de les regarder droit dans les yeux pour aspirer en fait ce avec quoi ils sont venus. Parce que c'est moi qui organise. Exactement. Donc, c'était pour répondre à ta question. Ça a l'air abstrait. Oui. Mais malheureusement, la vie est abstraite avant d'être matérielle. Oui, là, je suis d'accord. Donc, c'est comme ça que je fais pour organiser les toutes premières excursions en toute tranquillité. Mais il y a toujours une petite peur parce qu'on ne maîtrise pas tout. On ne peut pas tout maîtriser. Mais à la fin de la journée, c'est comme ça que j'organise et rien ne s'est jamais passé de mal parce qu'en fait, à la fin de la journée, c'est que le gagne-pain que je cherche. Exactement. Donc, on finit d'organiser les croisières tropicales. Après, on dit, OK, il faut sortir de Douala. La première chose à sortir de Douala, c'est d'aller vers les Ekomkam. Parce que c'est les chutes les plus importantes d'Afrique centrale. 80 mètres de haut. C'est là où a été tourné le film Tarzan. Le défi, c'est donc de mettre maintenant les gens dans le bus et aller vers Ekomkam. Oui. Encore une belle expérience, 70 personnes. Communication sur WhatsApp. Oui. Que sur WhatsApp, les listes de diffusion. 70 personnes arrivent. Il faut les gérer seuls. Transport, nutrition, logement, tout ce qui va avec. On finit d'organiser, on fait encore ça 1, 2, 3 fois. Ensuite, on dit, OK, on va à l'ouest. OK. Mon objectif, je suis Bamoun aussi de mer. Ah, OK. Et je suis Mbo de père. Donc, vous voyez que j'amène les gens dans le village de mon père, avec Konkan. Et ensuite, je dis, il y a quelque chose de plus important au Cameroun. C'est la cité des arts. Oui, justement. Au royaume Bamoun, je maîtrise cette histoire au bout des doigts. Oui, justement. Et il fallait arriver au palais des Bamoun avec une horde de touristes et dire, nous sommes là. Nous sommes là. C'est un Camerounais, un jeune ici qui est venu avec des touristes. On a fait la communication. Moi, j'intitule toutes mes excursions par un nom de baptême. Djebale, c'était la croisière tropicale. Ekomkam, c'était Mont Maningouba, Ekomkam Trip. Et à Fumban, c'était Grassfield Experience. Donc, c'est comme ça qu'on enchaîne les excursions. Et finalement, en 2024, je réalise mon rêve. Le rêve, c'était quoi? Amener des personnes, finalement, à la zone des 3 frontières. D'accord. Donc, j'ai intitulé ça Ongola Expedition. J'ai vu la communication là passée. Voilà. J'ai justement vu. Donc, Ongola Expedition, on est quitté de Douala à 23h. On a pris des bus qui nous ont amenés à Ibolova. Oui. En collant donc chez le ministre de l'enseignement supérieur, dans son ranch. On a dormi. Le lendemain matin, donc, on est allé à la zone des 3 frontières. On est entré en Guinée équatoriale avec 2 bus. Vous vous rendez compte? Donc, en 2024, j'ai réalisé mon rêve. Et jusqu'ici, je fais mon bonhomme de chemin. Voilà. C'est exceptionnel. Je te jure, ce que tu es en train de toucher là, l'aspect culturel, mais surtout cette compréhension de notre situation en tant que Camerounais, en tant qu'Africain, je pense que c'est initial à toute forme d'initiative. Maintenant, tu commences, comment je vais dire, avec tes propres moyens, tu fais comme tu peux, rien n'est structuré, rien n'est organisé d'un point de vue légal, d'un point de vue même administratif concernant l'entreprise. Comment est-ce que tu passes de quelque chose d'amateur à professionnel en fait? Alors, comme tout entrepreneur, on se connaît. On commence dans l'informel. Je suis totalement d'accord. On commence dans l'essai, dans le doute. Je peux même te dire, au départ, j'avais
ce sentiment il y a un sentiment en psychologie là où tu doutes de ce que tu es en train de faire. J'oublie le nom, peut-être les téléspectateurs nous donneront. Oui, peut-être ils vont nous trouver. En fait, c'est un sentiment que tu as d'être, voilà, c'est le syndrome de l'imposteur. De l'imposteur, oui, justement. En fait, tu as l'impression, mais qu'est-ce que je fais là? Oui, Est-ce que je sais faire ce que je suis en train de faire? Arriver? Est-ce que je vais y arriver je vais te raconter les anecdotes qui m'ont mis au sol, qui m'ont fait croire qu'en fait, il faut arrêter ça. Oui, il faut arrêter ça tout de suite. Tu n'es pas à ta place d'ailleurs, tu as fait les études de diplomatie, tu fais quoi? C'est que tu es en train de faire. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu maîtrises? Exact. Ça a pris peut-être 1 an et demi. Les gens m'ont beaucoup fait confiance. Oui. Et sincèrement, Et oui. ce sont des clients qui ont fait de moi ce que je suis. Là, c'est Parce que je devais prendre de l'argent pour visiter tout le Cameroun à mes frais. Ou est-ce que je devais prendre l'argent pour louer une voiture qui m'amenait visiter? C'est parce que les gens m'ont dit, j'ai appris que parfois tu pars avec des gens. Est-ce que tu peux m'amener à l'ouest? Je suis jamais allé à l'ouest. Mais j'ai dit, ok, allons-y. C'est avec toi que je vais visiter la première fois. Et c'est comme ça que je comprends dans l'itinéraire. Je calque l'itinéraire dans mon cerveau avec toi la première fois. Le prochain client qui arrive, en fait, voilà. C'est pour ça que mes prix étaient toujours relativement très, très bas. Je comprends. Parce que j'estimais que on ne peut pas faire payer des gens pour ce qu'on ne maîtrise pas. Je suis en formation, alors c'est moi qui dois payer. Alors, je peux pas commencer à te demander 100 000 pour t'amener à l'ouest, alors que moi-même, je ne connais pas la route qui mène de Douala à Fumban, au Mont Bapit, au Palais Royal, à Pétpénoun. Pour moi, c'était toujours là, c'est clair. un syndrome. Je me sentais vraiment en imposture. Wow. Alors, en 1-2 ans, beaucoup de gens m'ont fait confiance. Oui. J'ai des cousins qui sont arrivés au Cameroun, ils ont dit, on veut visiter. Allons-y. Oui. On tâtonne, mais on arrive, on maîtrise. Oui. Une fois, j'ai une fille qui m'appelle, elle me dit, on m'a recommandé chez toi pour m'amener au Mont Maningouba. Ok. Je suis allé au Mont Maningouba déjà. Mais cette fois-ci, je voulais aller seul, sans guide. Alors je lui dis, ok, allons. Mais je pensais maîtriser. Je pensais maîtriser. Alors quand elle arrive, je vois, elle vient avec 3 Prado. Wow. Ok, elle me dit, voici, il y avait une DG parmi nous. Oui. Une DG, une grosse structure de droit. Oui, justement. On arrive avec d'autres de ses collègues qui étaient dans des grosses boîtes, des cadres dynamiques, des personnes qui... Oui, justement. Enviables. Je prends peur. Mais on y va. Là, tu comprends que l'enjeu ici... Non, l'enjeu est clairement complexe. Oui. On arrive à Mboroku, là, je connais la route. On arrive, donc il faut donc marcher, il faut les emmener au lac Jumeau. Oui. Je les égare. Là, c'était très compliqué. Je les égare. Imagine un peu. La pression, la honte, la déception. Je les égare en pleine forêt. Oh. Une DG, des cadres dynamiques, directeurs. Ils étaient 4. Je les égare. Après, ils comprennent. Je leur explique qu'en fait, c'est ma première fois de venir ici avec vous et tout. Voilà. On appelle donc des bros qui sont... On leur donne de l'argent, ils nous guident finalement. Après, je leur demande des excuses. Ils veulent me payer. Je dis non. En fait, je te raconte tout ça pour que tu comprennes tout ce parcours. Je suis passé pour arriver au niveau professionnel. Oui. Ça a été fait de déception, des clients qui étaient déçus sur le terrain. Parce qu'il y a guidé et gérer les opérations. Oui. Il y a, dans notre métier, il y a ce qu'on appelle amener les gens sur le terrain, leur raconter l'histoire. Ça, c'est un pan. Ça, c'est un pan. Oui, il y a un autre pan où tu dois mettre ensemble tous les tenants et les aboutissants, comme je fais que dire, la chaîne de valeur. Oui. Trouver un bon transport qui va les amener au site. Trouver un logement adéquat à leur standard. Oui. Trouver de la nutrition adéquate pour eux et permettre donc d'animer tout cela. Alors, c'est ça qui fait ces 2 trucs-là qu'il fallait mettre sur les rails. Oui. Ça a été très compliqué, mais les gens m'ont toujours fait confiance parce que j'avais gagné ceci, la gestion de la relation client. Ok. Donc, ils sentaient qu'ils avaient affaire à quelqu'un qui était professionnel, pas forcément dans le tourisme où on allait, mais au moins dans quelque chose d'autre. En fait. Donc, c'est en fait ça, comme ça que s'est fait donc le parcours. Finalement, en 2023, début 2023, j'ai acquis donc l'entreprise, c'est-à-dire que j'ai légalisé l'entreprise. Mais en tourisme, c'est pas légaliser l'entreprise qui te donne la crédibilité. C'est d'obtenir un agrément du ministère du tourisme. C'est finalement en 2024 que j'obtiens l'agrément de guide touristique, mais ayant déjà tout appris.
Ok. Ayant déjà tout appris, et étant déjà tellement sûr de moi sur le terrain, c'est là où l'agrément vient. L'agrément arrive en fait comme une confirmation de ce que je sais déjà. Ça vient me couvrir de façon institutionnelle, ça vient me couvrir sur le point de vue de la sécurité. Mais quand j'obtiens finalement l'agrément, j'étais déjà monté trop haut. D'accord. Maintenant, avec ton entreprise, ton agrément, forcément, il y a des nouveaux challenges qui vont arriver cette fois-là, pas au cœur de ton métier, parce que quand tu as une entreprise, il y a les impôts, il y a tout ce qui concerne la fiscalité qui vont y revenir. On va évoquer ça par la suite. Mais ce sur quoi j'aimerais qu'on revienne, c'est comment je vais dire, le challenge ou bien le courage vient d'où? De rassembler des personnes et de les amener sur l'eau. À noter que l'eau, ça fait partie des éléments qui font le plus peur. Et parfois même, quelqu'un va te contacter en disant que je veux que tu m'amènes à Djebalin et tout ce qu'il y a autour, n'ayant jamais été face à une espèce d'étendue d'eau, n'ayant jamais ressenti ce qu'on ressent souvent face à ces éléments-là. Mais c'est lorsque la personne arrive qu'il commence à se dire que bah, peut-être je ne peux pas. Panique et tout ce qui est autour. Comment tu fais pour gérer tout ça? La vérité, c'est que je sais nager. Ok. Donc, tout à l'heure, quand tu disais que tu comptais sur toi, ça veut dire que même si quelqu'un chute, tu es en mesure de... Même pas. Je ne sais pas si vous comprenez le sentiment de ne pas savoir nager. C'est une insécurité incroyable. Dans notre culture, lorsqu'un enfant naît, il y a des compétences qu'on doit lui donner le plus rapidement possible. Il y a la manipulation d'une arme blanche. Il y a le fait de nager. Voilà. Donc, c'était juste pour... En fait, c'est pour dire que c'est vital. Oui, quand vous ne savez pas nager, une fois qu'on parle d'eau, vous êtes en insécurité. Absolument. Donc, je dis ça pour que tu comprennes que la première étape, c'est déjà parce que je sais nager. Ok. Et j'ai appris à nager seul. Ok. Alors, la deuxième étape, c'est que je suis pratiquement né à côté du Vouri. Je n'ai pas envie de dire que je maîtrise le Vouri, j'ai été initié. Non, c'est juste psychique. Okay. C'est juste que pour moi, le Vouri, c'est une étendue d'eau qui m'a jamais effrayé. Oui, justement. Je peux sauter du pont du Vouri et je vais m'en sortir. Ok, je comprends. C'est parce que j'ai cette assise psychique-là que je me dis, alors, s'il y a une embarcation, et j'essaie aussi de comprendre le mécanisme de l'embarcation, est-ce qu'il faut mettre combien de personnes pour que ça ne bascule pas? S'ils ont des gilets, comment ça va se passer? Si j'ai un gilet dans l'eau, comment est-ce que ça va? J'ai déjà eu un gilet et je suis entré dans une étendue d'eau et j'ai vu ce que ça fait. Alors, j'ai tellement de paliers de sécurité dans la tête. Et pour finir, le palier spirituel, comme je t'ai dit, c'est hyper important. Une fois que tu as calé ça, tu peux porter 70 personnes et leur dire, rentrez dans ces embarcations. Je sais de quoi je vous parle. C'est pas juste, comme on dit au Cameroun, l'anzat. Non. C'est que je dis, entrez dans l'embarcation. Par contre, il y a un endroit où, quand j'amène les gens, je ne suis pas très sûr. C'est l'île de Manokan. Parce que là-bas, on ne maîtrise vraiment jamais ce qui peut se passer. Les vagues sont hyper haute et parfois ces gars-là roulent de façon vraiment irresponsable. Mais sur le Vouri côté Djebalin, c'est paisible, tu maîtrises l'ensemble de ces éléments. Face à l'acquisition de la clientèle, on a vu que pour un départ, tu as eu à obtenir des personnes qui étaient des collègues ou bien des connaissances, des personnes, bref, qui sont en contact avec toi sur WhatsApp. Maintenant, actuellement, puisque tu amènes les entreprises à pouvoir faire des excursions pour leurs employés et tout ce qu'il y a autour, comment est-ce que tu adaptes ta stratégie de communication de départ face à ce nouveau challenge qui consiste à aller vers des personnes que tu ne connais pas forcément? Alors, c'est une très belle question. Je voulais même revenir là-dessus. Sur ça, on partage la même passion. Peut-être en regardant mes statuts, tu as compris que j'ai quand même un petit amour de la communication. La communication, pour moi, c'est le fait de présenter des choses. De convaincre. Alors, j'ai pris beaucoup de temps à lire des ouvrages sur la communication et sur le marketing. D'ailleurs, j'ai un auteur que j'apprécie beaucoup, Seth Godin. Ça, c'est le marketing. C'est un ouvrage que je vous recommande. Mais si vous n'avez pas encore lu. Il vous apprend à comment convaincre. Comment prendre un produit de l'idée
à la vente et finalement même à l'après-vente. Parce que c'est aussi ça. Oui. Donc, quand je commence, je suis en fait dans un groupe qu'on appelle le Village 2.0. Okay. C'est un groupe d'enfants qui ont grandi à Bonabéry et qui voulaient vendre Bonabéry chez La Peau. Donc, au sein de cette association, je retrouve beaucoup de passionnés de marketing qui sont dans les agences de communication, qui sont dans les structures, ils sont dans des secteurs de communication, les journalistes et tout. Donc, je prends goût à la communication. Et à ce moment-là, WhatsApp venait de mettre sur pied quelque chose de magnifique qui s'appelle les statuts WhatsApp et les listes de diffusion. Et les listes de diffusion. Je rentre en contact avec les infographes. Ce sont des choses que je ne connaissais pas quand je rentrais de Yaoundé. Généralement, tu ne connais pas ce type de choses. Voilà. Tu as l'idée, mais tu te demandes comment matérialiser l'idée. Comment je fais pour exactement? Alors, la première chose, parce que pour ceux qui nous écoutent, et j'imagine que ce sont de jeunes personnes, tu as l'idée. La première chose, c'est de te dire comment je fais. Comment je fais. Alors, je vois un infographe. L'infographe matérialise mon idée. Oui. Il donne vie, parce que pour moi, l'infographe, c'est ça. Oui, ce n'est pas juste quelqu'un c'est la personne qui matérialise ton idée de façon graphique et visuelle. Exact. Je veux vous amener à Djebale. Alors, comment est-ce que je compte le faire? Ça sera à telle date. Oui. Ça sera, on va faire X, Y, mais pour ça, on va se retrouver à telle heure. Oui. Mais avant de se retrouver à telle heure, voilà le tarif que vous devez faire. Vous devez réserver à telle. Ça donne à la personne que je veux, à ma cible, l'information complète sur un visuel attrayant. Oui. Et j'ai toujours l'ambition, j'ai toujours pas l'ambition, mais j'ai toujours envie de dire aux gens, c'est à partir de ton visuel qu'on te catégorise en tant qu'entrepreneur. Directement. Si tu as un visuel bancal, si tu as un visuel de bac sous quartier, c'est tant mieux. Tu peux pas me demander 100 000, mais que tu ne peux pas payer, présenter quelque chose de raffiné. Oui. C'est par là que tout a commencé. Alors mes visuels étaient toujours très beaux. Je rends hommage à mon frère et ami Joe Ivan. Qui est la chèvrerie ouvrière de ma communication. C'est vrai que cette année, c'est un peu bizarre, mais c'est quelqu'un qui a fait de moi ce que je suis sur le point de vue de la communication. Il a fait tous mes visuels, mon logo, tout ce que vous voulez. Donc, quand j'aime mon visuel, on n'a pas l'argent pour aller communiquer chez les influenceurs à l'époque. On n'a pas l'argent pour aller communiquer à la télé, ni dans les journaux. Alors, comment on fait? On se base sur notre environnement le plus direct. Le plus direct, c'est qui? Nos collègues, notre famille, les personnes qui sont dans nos statuts WhatsApp. Alors, pour moi, WhatsApp devient un outil indispensable de communication. Je me mets à mettre des techniques de communication professionnelles sur les pauvres, sur mon pauvre entourage, en fait. Directement. Là, donc, on peaufine un message qu'on appelle soit copywriting ou alors on raconte une histoire. Je raconte l'histoire sur mon statut WhatsApp. Ensuite, je t'envoie la communication dans ton numéro parce qu'on envoie les listes de diffusion. Les listes de diffusion. Alors, c'est comme ça que les gens commencent à partager également. Quand ils reçoivent, ils commencent à partager. Ensuite, je reçois des appels. Ah, c'est toi, Olivier. On m'a dit que tu organises tel truc. Comment ça se passe? Comment je réserve? Voilà comment je commence. Voilà comment je parviens à avoir 70 personnes du bouche à oreille sur WhatsApp. Alors, quand on a commencé à avoir une certaine stabilité, on a compris que si on veut sortir de notre entourage et passer du word of mouth, ou alors word of mouth, je sais pas l'expression, mais c'est du bouche à oreille, il fallait donc passer sur des plateformes qui ont un peu plus d'audience. C'est comme ça qu'on se lie d'amitié avec des influenceurs, des journalistes de renom, qui nous mettent dans leur réseau, ce qui fait que notre communication aujourd'hui ne souffre plus d'audience parce que je peux avoir une Jessica Ngwassé, Miss 2015, je peux avoir une princesse ici, qui ont de grosses audiences, qui partagent mon visuel pour rien, parce qu'elle partage le visuel d'un ami. J'ai Yvan Ango, qui est un journaliste célèbre, qui va partager mon visuel, Catherine Mokouri, plein de personnes. À noter, pour une petite parenthèse, j'ai failli enregistrer ici avec Catherine, mais Idéo a fait ce qu'il a failli nous faire aujourd'hui. Oh là là. Bon, il faudrait qu'elle vienne. Dès qu'elle sera de retour de la Cannes, elle va forcément arriver ici. Voilà. Donc, ensuite, on passe donc à ces grosses audiences-là. Pepazoa, toutes ces personnes qui partagent nos visuels et ça nous envoie un peu plus. Pas forcément plus de monde, mais de la crédibilité. De la crédibilité. Surtout de la crédibilité. Si quelqu'un voit
vois que j'ai demandé 100 000 sur mon visuel et que c'est un Yvan Ango qui a publié, qui est surtout mon supporter numéro 1, je le dis, c'est mon meilleur ami. Oui. S'il le publie, et que à la fin de la journée, vous voyez Peupa Zoa, vous voyez tout ce beau monde partagé, vous avez envie de donner votre argent à cette personne. Parce que j'ai verrouillé la crédibilité derrière. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on a évolué. Et par la suite, grâce à Kati Mukuri, pour la première fois, je suis passé à Canal 2. Oui. Qui m'a permis également d'avoir une plus grosse audience. Ensuite, Vision 4. Ensuite, donc, je suis passé des réseaux sociaux. WhatsApp, qui est un micro réseau social. Oui. Ensuite, Facebook, Instagram, et j'ai commencé à avoir de la possibilité de passer sur les médias classiques. C'est ça qui m'a permis en fait d'avoir une certaine crédibilité. J'ai pas envie de dire l'audience parce que l'audience ça s'entretient. Et moi je n'ai pas une audience que j'entretiens parce que j'ai une petite communauté de touristes sur des groupes WhatsApp qui suivent la page, mais pas une grosse communauté, mais de la crédibilité. Du bouche à oreille, j'en ai eu. Et c'est comme ça que je me retrouve dans les entreprises parce que les personnes qui sont venues à mes excursions, qui ont vu le process d'organisation, qui ont vu l'envie de bien faire. C'est pas que j'estime être le meilleur. Mais au moins mais on a vu quelqu'un qui veut servir. Ouais. Qui est soucieux du timing. Qui est soucieux de la quantité de la nourriture que on va vous servir. Qui est soucieux de rendre la promesse qu'on a fait. Sur le visuel, c'est la promesse. Mais une fois qu'on est sur le terrain, qu'est-ce qui se passe? Il faut la promesse. Justement. Qui est capable de sacrifier ses bénéfices pour satisfaire totalement le client. Je peux pas compter le nombre de fois que je suis rentré chez moi sans 100 francs. 100 francs, tu n'as plus? Parce que les derniers 500 000 qui restaient, il y a eu un couac et il fallait gérer avec de l'argent. Alors, je rentre chez moi bredouille, mais le client est rentré chez lui satisfait. Alors, quand les personnes partent devant le DG dit, j'ai un jeune homme qui est capable d'organiser X, Y, et comment je viens devant le DG ou alors je viens devant la directrice des ressources humaines qui organise, elle est convaincue. Je lui montre ce que j'ai fait sur le terrain et quand on arrive, la première personne à me donner un projet d'entreprise, je vais pas citer l'entreprise parce que ce serait pas faire une publicité. On arrive, dès qu'elle pose les pieds sur le lieu, elle me dit félicitations. Elle est venue avec ses patrons, toute l'entreprise était là. Elle me dit félicitations. J'ai dit, mais là, on n'a encore rien commencé. Elle me dit, déjà, il y a eu le respect du temps. Ensuite, tout ce que je t'ai demandé, je vois ça, je vois ton équipe. Parce que j'ai formé également des stewards à l'accueil, l'installation, la prise en charge des clients. Elle voit ça et elle est directement satisfaite. Donc, c'était la toute première entreprise qui me faisait confiance. Et par la suite, les personnes qui sont en entreprise disent, ah, vous voulez faire un team building? J'ai quelqu'un. Vous voulez faire un team building? On m'a passé ton numéro. C'est comme ça que j'ai fait plus d'une dizaine d'entreprises. La toute dernière, c'était l'année dernière avec 150 personnes amenées sur Djebale sur des pirogues. Encore les pirogues. 150 personnes d'une entreprise amenées sur des pirogues. Vous voyez un peu? Donc, aujourd'hui, on ne tape pas du poing sur la poitrine pour ne pas paraître arrogant, mais il y a un parcours. Il y a un parcours qui est jonché d'expérience, de courage, mais surtout de patience. Et on n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé. Olivier, j'aime la manière dont tu présentes les choses. Et pour ceux qui sont sages, vous allez vous inspirer énormément. Parce que tout ce qui se raconte ici, même si on a une fixation sur le cœur du métier, mais il faut noter qu'il raconte surtout le parcours. Et c'est ça le plus important. Surtout pour les jeunes qui ont l'impression qu'on doit commencer en haut. Tu vois quelqu'un, il n'a pas encore débuté ou bien il n'est qu'à la phase de l'idée, mais il se pose déjà la question comment on passe à Canal 2. Pourtant, tes statuts WhatsApp, tu viens de le dire, tes proches ne savent même pas encore ce que tu fais, mais tu veux déjà passer à Canal 2. On doit faire très, très, très attention et c'est justement la raison pour laquelle on veut des personnes comme vous pour essayer de parler aux uns et aux autres, à ceux qui débutent, à ceux qui sont déjà sur circuit et je suis extrêmement satisfait de ce que tu nous présentes. 150 personnes, pour ceux qui organisent des événements, vous allez comprendre. Je suis sûr que ceux qui n'organisent pas les événements, vous pouvez pas comprendre ce que ça veut dire. 150 personnes sur l'eau. En toute honnêteté, moi, j'évite ça. J'éviterais ça. 150 personnes sur l'eau, moi, j'éviterais. Olivier, tu as un parcours qui est un cas d'école. Permets-moi l'expression. Parce que quoi?
Ceux qui sortent des écoles prestigieuses, comme toi, sont des personnes qui refusent toute initiative qui doit commencer quelque part. Oui. On s'est rendu compte que tu as accepté d'être téléconseiller. On sait que c'est généralement réservé à ceux qui n'ont pas été à l'école. Même ceux qui n'ont pas fait lyrique. Ouais. Il faut le mentionner. Bon, ceux qui sortent de l'université de droit, là, c'est souvent qu'on appelle là-bas. Et on s'est aussi rendu compte que tu as accepté de débuter quelque part. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que tu brises ces rites des personnes qui sortent souvent de ces écoles, ils refusent toute forme d'initiative de départ et généralement lorsqu'ils veulent quelque chose, ils veulent du bling bling, là. Ils refusent de se salir, ils refusent de prendre des responsabilités. Généralement, ils veulent des initiatives toutes faites et à partir de cet instant, ils se disent oui, on va nous donner des gros salaires et tout ce qu'il y a autour. Pourquoi tu as accepté de débuter quelque chose malgré tes diplômes qui pouvaient te permettre de te mouvoir, de faire de grandes choses, ou bien de rester au quartier et de dire que tant qu'il n'est pas le gros poste là, je ne bouge pas. J'aime beaucoup tes questions, mon frère. Vraiment, je dois te féliciter pour tes questions parce que c'est ça qui m'amène à aller puiser tout ce que je sais. Oui. Alors, à la vérité, moi, j'ai toujours été quelqu'un de profond. Oui. Je n'ai jamais été fan de superficiel. Oui. La voiture, cela. C'est bien. C'est très important quand je marche souvent partout dans la ville, dans le soleil. Je sens qu'il me faut une voiture. Mais ce n'est pas ça le plus important. Et alors, c'est ce qui me permet, en fait, de me mettre au-dessus de la précipitation. Oui. J'ai toujours su que tout ce qu'on doit pouvoir faire sur cette terre, c'est de bâtir. Oui. Apporter une solution. En fait, c'est aimer les autres. Oui. À la fin de la journée, je dis pas que je suis l'homme le plus intéressant, le plus aimable, le plus gentil, mais j'ai quelque chose que je sais, c'est que j'aime les autres. Exactement. L'humain. Alors, quand tu as ça dans le cœur, tu te dis, comment est-ce que je peux apporter une solution à quelque chose? Oui. Alors, je vais te plonger un peu dans mon enfance avant de reposer à la question. Alors, quand j'avais 10-12 ans, mon père m'a acheté une PlayStation. Oui. Comme tous les jeunes enfants. Oui, comme tous les jeunes enfants. Je prends la PlayStation et je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne peux pas jouer toute la journée. Je ne peux pas. Je me dis, il faut ouvrir une salle de PlayStation. Ok. Je peux voir mes aînés. Je dis à mon père, me dit, toi, tu es un malade. Tu veux faire quoi? En fait, je ne voyais même pas l'idée. Tu vas faire ça où? Tu vas faire ça comment? Ouais, je comprends. Alors, j'avais peut-être 10 000, je sais plus trop à l'époque. Je vais acheter les tôles, je vais acheter les bois. Et je conçois un petit truc juste à côté de notre maison. Je fais les branchements avec les trucs. Oui. Mon père voit ça, il dit, mais c'est normal. Je mets la télé, il y avait une télé à la maison, je prends la télé, tout ça. Ils sont pas d'accord, mais mes parents m'ont toujours fait, je sais pas si c'est la confiance, si c'est tu es trop têtu, tu vas voir. Tu vois ce que je veux dire? Ils me laissent faire. Oui. Le même soir, il y a tout le quartier au bord de notre maison et je sors de là avec 5 000. Ok. Tu vois, l'objectif, c'était pas forcément l'argent, sincèrement, hein, mais l'objectif, c'était de, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui. What can we do? What can we be doing during these holidays? Oui. C'est comme ça qu'on arrive à résoudre un problème ludique au quartier parce que je fermais à 2 heures. Le quartier était là tous les jeunes du quartier étaient là de 12 heures dès qu'ils ont terminé de faire leur truc à 2 heures du matin. Oui. On s'amusait et tout. Je sortais de là. La journée avec 4 000, 5 000, bien sûr, je payais pas de courant. Mon père me disait, tu vas payer mon courant. Donc voilà, de là est parti. Ensuite, j'ai également fait un commerce au quartier où j'avais loué un espace pour vendre des fast-food. Oui. Alors, moi, c'est pour dire que moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait résoudre un problème dans la société. Ouais. Tout ne part pas du fait que il faut forcément faire quelque chose. Il faut juste résoudre un problème. Tu es dans une société, tu observes ce qui se passe. Oui. Qu'est-ce qui manque? Quelle est la valeur que je peux apporter dans mon quartier? Quelle est la valeur que je peux apporter dans mon environnement? Oui. Est-ce que je suis au rendez-vous de mon époque? Est-ce que je suis à la hauteur des événements de la vie que j'ai en face de moi? C'est toujours ce que je me suis dit. Alors, quand je termine lyrique, à lyrique, on nous a trop promis des choses. Ouais, forcément.
Vous pouvez demander à tous ceux qui sont passés, on vous dit, vous n'êtes pas les universités de Yaoundé, vous n'êtes pas Matane. On vous met à un niveau. Vous sortez d'ici, vous êtes des cadres. Ok. Et vous êtes des cadres, c'est à partir de 400 000, machin. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas chômer, c'est quand même lyrique et tout ça. Bam! Même le stage, tu n'as pas. Là, tu comprends, tu te dis que, ben là, il y a... Même le stage, tu n'as pas. Et tu te demandes, est-ce que je vais rester à la maison? Oui. Est-ce que je vais attendre de travailler à la BEAC? Parce qu'on nous a dit, hey, vous sortez de là, c'est la BEAC, c'est la CEMA. Au minimum, les entreprises camerounaises, là, non, vous avez des diplômes. Oui. Moi, j'ai pas cru en ça. Malheureusement. J'ai pas cru en ça. La preuve, quand je suis sorti. Non, heureusement. Bon, heureusement. Peut-être heureusement. Malheureusement, pourquoi? Parce que peut-être j'aurais fait une carrière de diplomate. Oh, peut-être. Peut-être, parce qu'il y a des gens qui ont cru et je peux te rassurer, hein. 90% de mes camarades sont à l'ONU, à ceci, sincèrement, hein. Oui. C'est un temps de souffrance, mais lyrique, ça ne manque pas. Exactement. Pour tous ceux qui veulent faire le concours, qui ne vous sentez pas découragé, ça peut mettre long, mais une fois que tu as ton opportunité, j'ai des amis qui sont à la présidence, qui sont dans des corps diplomatiques, des missions. Sincèrement. Alors, je pars directement être téléconseiller parce que il fallait faire quelque chose. Sincèrement, il fallait pas rester à la maison. Et j'accepte de m'humilier, de rentrer. Je savais même pas pourquoi je faisais ça. Je savais juste qu'il fallait faire quelque chose. Au bout de 3 ans de je ne sais pas ce que je fais là, je démissionne. Je démissionne et je me dis, j'ai proposé quelque chose dans mon mémoire. C'est une solution sociétale. C'est quelque chose d'important, le tourisme. Alors, pourquoi ne pas me consacrer à ça? Je démissionne avec un salaire à l'époque de 150 000, hein, je pense. Mon père me dit, tu as démissionné? Mes frères, je suis le dernier né, ils me disent, ah ouais? Ok. Mon père m'a même dit au cours de ce temps que tu as raté ta vie. Parce que j'étais en mode, ok. Tu démissionnes, tu es là. On sait pas trop et mon père comprenait pas. Il ne regardait pas les statuts WhatsApp à l'époque. Donc, il voyait pas ce que j'étais en train de bâtir. Et je ne communiquais que sur WhatsApp. Donc, il savait pas que quand je sors de la maison, je pars repérer les sites, je communique, je fais X, j'apprends le marketing. J'étais dans ma chambre, il disait, toi, tu ressembles d'abord à quelqu'un qui fume le banga. C'est justement ça. Tu vois un peu? Pendant quand ils ne comprennent pas, forcément, tu es tout gâté. Donc, moi, ma mère, par contre, elle a compris très vite. Et la première fois, donc, que mon père comprend ce qui se passe, c'est que un jour, j'avais sa voiture pour faire les navettes, faire des achats et les 2 bus que j'amenais sur l'ouest Cameroun passaient devant notre maison et il devait venir prendre sa voiture. Quand il arrive prendre sa voiture, il me dit, vous partez où? Je lui ai dit qu'on va à l'ouest et tout. Il dit, c'est toi qui as mobilisé tout ça. Je lui ai dit oui. Il me dit, présente-moi ton père. Il dit que non. Tu n'auras pas cet honneur, monsieur. Tu n'auras pas cet honneur. C'est ton fils qui a mobilisé ces 70 personnes qui vont à l'ouest. Récupère ta voiture doucement et au revoir. Donc, c'est de là que part toute la confiance. Mais voilà le parcours. J'ai juste décidé de démissionner parce que j'étais à un tel serge, je savais pas ce que je faisais là-bas. Et je suis parti donc de là, me former, apprendre un nouveau métier. Mais finalement, mon diplôme de lyrique m'a sauvé. Mon diplôme de lyrique m'a permis en réalité de déceler le problème d'intégration régionale par le tourisme ou alors de résoudre le problème des rencontres de peuple par le tourisme et finalement proposer une solution ludique à la société camerounaise et à l'économie du tourisme. Alors, c'est passionnant ce que tu es en train de nous raconter. Et lorsque tu racontes, je ne peux pas m'empêcher de me dire que généralement, lorsqu'on parle de tourisme, si tu attrapes un petit Camerounais et tu lui parles de tourisme, directement, ce qui vient dans sa tête, c'est le Bahamas, les Zanzibar. Ce sont les grosses destinations là, ce qui reste un gros challenge. Comment est-ce que tu fais pour faire comprendre aux Camerounais que vous avez un potentiel énorme ici chez vous et il vaut mieux parfois dépenser un peu d'argent pour découvrir ce que nous avons ici que de dépenser des millions pour aller chez les gens, les enrichir, pour au final ne pas avoir quelque chose de si différent de ce que nous avons ici. Alors, je place ça sous la houlette du changement de narratif. Du nation branding. Je n'ai pas la prétention de faire du nation branding à l'échelle parce que c'est hyper énorme. C'est tout un département de marketing à part entier, mais c'est le changement de narratif. Comment est-ce qu'on a vendu le Cameroun? Qu'est-ce qu'on a dit sur le Cameroun?
Est-ce qu'on a vendu le Cameroun cher là? C'est toutes ces questions qu'on doit se poser pour arriver donc à la solution. Oui. Alors, moi, j'ai utilisé une arme de bataille, comme je le dis toujours, le storytelling. Ok. Le storytelling peut convaincre, je sais pas, un athée à devenir religieux. Le storytelling, c'est une arme de destruction massive en marketing. Alors, je n'ai pas fait que filmer les sites parce que c'est tout le monde sait jeter là-dedans. Tout le monde peut le faire. Après, moi, j'ai même pas des talents de photographe, ni de vidéaste. Je suis juste allé quelque part. J'ai ressenti ce que j'ai ressenti et j'ai raconté aux autres. Je leur ai dit, il ne suffit pas de voir ce site et dire, voici le Ecomcam et je vous y amène. Non. Il suffit de vous dire ce que j'ai ressenti pendant mon trajet sur l'île de Djebalé, pendant mon trajet sur Ecomcam, ce que j'ai appris là-bas, l'histoire, comment est-ce que ça a changé ma vie, parce qu'en fait, il faut comprendre que le touriste, c'est un client. Alors, si quelqu'un doit investir 50 000, ce n'est pas juste parce qu'il va entrer dans un bus. Exactement. Arriver aussi, le voir et rentrer. Exactement. Il faut qu'il puisse savoir ce que ça va lui apporter. Personne n'aime dépenser pour perdre. Pour rien, justement. Pour rien. Il faut que je te fasse comprendre que tu vas faire du barbecue dans une nuit noire, dans une forêt. Regarde à quel point c'est exotique. Après que j'ai fini de te dire ça, je te montre les images. En fait, moi, la communication a toujours été les écrits, les vidéos, les photos. Jamais des photos. Parce qu'il y a des gens que je vois dans l'industrie et c'est pour ça que moi, je me sens pas en concurrence. Il y a beaucoup de collaborateurs, d'initiatives, beaucoup. Et je salue d'ailleurs, à part Happening Agency, qui est mon entreprise, il y a Tourismo, il y a Yenga Africa, il y a plein des amis que je respecte. Mais moi, je me sens pas en concurrence. Parce qu'on n'a pas la même façon de vendre. De faire les choses, en fait. De vendre. De vendre. Tu vois, le contenu que moi j'utilise pour vendre, et ils ont un même meilleur contenu. Mais moi, je suis un storyteller. Un storyteller, c'est quelqu'un qui se rapproche de sa cible. Ce qui fait que quand la personne vient parfois, tu n'es pas là, ne veut pas partir. Justement. Parce qu'en fait, la personne n'est pas venue vivre que l'expérience du site, la personne est venue vivre l'expérience avec toi. Comment est-ce que tu vas lui raconter il a vu sur ton statut comment tu gères les gens. Il veut profiter de cette gestion de la personne qui va lui parler avec beaucoup d'amour pour l'humain, beaucoup de tact. C'est tout ça qui fait l'industrie de l'hospitalité. Alors, tu disais, comment est-ce qu'on fait pour vendre? J'ai dit, le storytelling. Après, le storytelling, bien évidemment, il faut de belles photos. Il faut rebrander la façon dont on présente le Cameroun. Il faut plus que les gens arrivent sur les terrains avec des téléphones bizarres, ils prennent des photos bizarres. Il faut que le photographe professionnel arrive sur le site et c'est ce qui est en train d'être fait. J'ai amené plein de photographes, beaucoup, sur des sites, bien que d'autres aussi ont découvert par eux-mêmes. Il y en a qui ont même commencé avant moi. Je prends d'ailleurs l'exemple sur Chuchumpako, qui m'a grandement inspiré. Elle est sur Instagram, elle est diplomate de formation. Elle a fait le tour du Cameroun avec son téléphone, elle a filmé. C'est elle qui nous a inspiré. Ensuite, il est venu beaucoup d'autres influenceurs, notamment Travel Cameroun, qui est mon collaborateur le plus proche, avec qui on travaille aujourd'hui. Donc, qui ont vulgarisé la destination Cameroun à leur niveau. Mais moi, comme je dis, j'ai commencé par le storytelling. Les gens qui ne savaient pas qu'il y a X, Y choses ont commencé à s'y intéresser. Et au-delà, il y a un problème, la sécurité. C'est bien beau de dire qu'il y a les grottes de Fauveau à Baham. Mais comment tu me rassures que je vais arriver aux grottes de Fauveau à Baham en sécurité? Étant donné qu'on me dit que c'est un site où on fait des sacrifices, machin. Je suis à mesure de passer par le storytelling pour te rassurer. Pour te dire que moi, je comprends l'histoire de cet endroit. J'ai rencontré X, Y, Z. Je suis allé plusieurs fois. Voilà les images. Voilà. Et puis maintenant, toi, tu vas te sentir non seulement en sécurité de me donner ton argent, mais en sécurité émotionnelle et morale aussi. Parce que finalement, tu sais qu'en allant là-bas, rien ne va arriver parce qu'Olivier est là. En fait, c'est ça. C'est tout ça. C'est comme ça qu'on a pu convaincre sur WhatsApp de bouche à oreille des personnes à venir nous rejoindre. Personnes à vous rejoindre. Olivier, puisque tu as évoqué le concept de nation branding, je ne peux pas m'empêcher pour un point de questionner l'apport
de notre gouvernement vers ce que vous apportez, parce que peu importe ce qu'on va dire, c'est difficile pour les initiatives privées de faire du nation branding. C'est généralement les États qui, par exemple, vous subventionnent, qui, par exemple, vous rassemblent sur une même table. Ça, c'est le premier aspect de ma question. Et puis, un second aspect. Nous venons de voir passer le Vodundé au Bénin, par exemple. Nous avons vu le président de la République prendre son micro pour expliquer un certain nombre de faits, éclairer les jeunes et tout ce qu'il y a autour. Qu'est-ce qui manque chez nous? Pourtant, nous avons pourtant des grands événements. Nous avons Longondo, nous avons Longwan, nous avons d'autres événements culturels qui sont iconiques, mais qui restent grégaires, qui restent tribales, qui restent cantonnés à des aires géographiques, même si on parle on va inviter ceci, cela, mais on sait que l'État ne veut pas mettre la main pour faire de ça quelque chose de national. Qu'est-ce qui manque? J'ai envie de vous dire que je suis passé sur des plateaux, mais je suis impressionné par votre culture. Merci. Sincèrement, je suis très impressionné par votre culture. Alors, vous avez parlé de nation branding. Oui. Comme je le disais, je ne peux pas avoir la prétention, à mon petit niveau, de parler de nation branding, ou même de penser que je suis un acteur de nation branding, parce que c'est quelque chose de tellement vaste. Malheureusement, ça concerne uniquement les États, parce que c'est un outil de rayonnement d'un État à l'international. On peut passer par le tourisme, on peut passer par l'économie, on peut passer par la médecine, on peut passer par bien de volets, l'industrie, pour propulser l'image d'un État. Alors, on va prendre le nation branding, on va rentrer dans la vente de la destination touristique Cameroun, parce que c'est ce qui nous intéresse. Le nation branding, c'est pas que le tourisme. Voyez un peu? Je comprends. Alors, dans la vente de la destination Cameroun, il y a donc le ministère du tourisme et des loisirs qui devait avoir un grand rôle. Alors, comme j'ai dit, moi, je fais partie de cette jeunesse universelle positive. Vous n'allez jamais me retrouver dans les critiques. Dans les critiques. Parce qu'il y en a pas. Mais parce que je ne m'aligne pas à cette fréquence. Il y a énormément de choses que le gouvernement n'a pas encore compris. Vous flirtez avec les administrateurs, des institutionnels, je comprends, qui n'ont pas juste compris. Il n'y a pas des gens intellectuels. Il y a des gens très intellectuels. J'ai même envie de vous dire qu'il y a une cellule du marketing touristique au ministère du Tourisme. Mais j'ai envie de les classer dans la case de « ils ne savent pas encore ». Est-ce qu'ils comprennent? Ce n'est que ça. Je n'ai pas envie de croire que c'est le manque de volonté. Et je ne vais pas utiliser votre plateau pour faire du fascisme. Franchement, je ne m'inclus pas dans ça. Moi, je suis dans la communication positive. Alors, je vais parler de ce qu'ils ont fait. Il y a Sembe Agency qui a été convoqué par le ministère du Tourisme pour gérer un déploiement de la vente de la destination Cameroun. Récemment, il y a l'entreprise, je sais pas, une entreprise de transfert de fonds à l'international qui a fait venir des influenceurs de toute l'Afrique, dans lequel mon ami et collaborateur Blake était. Ils ont fait le tour du Cameroun pour vendre les sites. C'était sous impulsion du ministère du Tourisme, il faut le dire. Mais le ministère du Tourisme, j'ai l'impression, et la nette impression, n'a pas encore, j'ai envie de dire, les compétences nécessaires pour gérer. J'ai envie de croire que dans les années à venir, on va faire des états généraux du tourisme, on va segmenter les besoins et on va donner à chaque personne son rôle qui pourra donc mettre la vente de la destination Cameroun comme enjeu. Parce qu'aujourd'hui, le budget du tourisme au Cameroun, c'est 50 milliards, je pense, ou même moins, ce qui est dérisoire. Même si c'est dérisoire, on va toujours continuer à croire que nos administrateurs ne savent juste pas. Parce que je pense que s'ils savaient ce que ça pouvait apporter de faire venir les gens au Cameroun en masse, ça va même résoudre le problème du chômage. Non, c'est ça que moi je dis. Je ne peux pas me mettre dans la posture des gens qui disent « Ah, machin, c'est si ». J'ai juste envie d'attirer leur attention que c'est même pour votre bien. C'est pour votre bien. Si la destination Cameroun peut attirer 10 millions, parce que le Maroc, c'est 17 millions de visiteurs par an. La destination la plus visitée au monde. Ça crée quoi? Ça crée des économies d'échelle. Ça fait que si un appartement par mois coûte 100 000,
il peut revenir même à 50, 40 000 pour un touriste parce qu'il y en a à profusion. Une fois qu'on vend plus et on produit à faible valeur, et le prix en fait, les prix des denrées dans l'économie baissent pour le bonheur des citoyens, pour le bonheur des personnes qui visitent. C'est pour ça que le Maroc, quand vous arrivez, vous pouvez louer un appartement à 15 000, 20 000, vous mangez, vous prenez les transports, parce que les gens viennent. Au Cameroun, les choses sont chères parce que par mois, moi, je reçois à peine 5 touristes. À peine. Et imaginez un marché de tourisme dans lequel nous sommes 60 entreprises. Chacun doit prendre. On atteint, je pense pas qu'on est à 2 millions de personnes qui visitent le Cameroun par an. C'est même trop dit. 2 millions de touristes, c'est trop dit. Donc, si le ministère du Tourisme comprend finalement ce que c'est que le nation branding d'abord, ensuite la vente de la destination Cameroun, ensuite, je suis certain qu'on pourra mettre des mécanismes sur pied qui nous permettront de vendre cher la peau et de mettre sur pied surtout des mécanismes d'intelligence événementielle pour promouvoir le Ngondo comme un outil marketing touristique, Longwan, ainsi de suite, comme le Vaudondé. Moi, je suis en contact, par exemple, avec monsieur Wilfried Kemadjou, qui est camerounais. C'est lui qui est j'ai pas envie de dire la cheville ouvrière, mais l'un des génies derrière le Vaudondé, vous pouvez croire. Un Camerounais avec qui j'échange régulièrement, à qui le gouvernement béninois a confié le tourisme béninois, un Camerounais de l'Ouest Cameroun, vous pouvez vous rendre compte. Donc, on a du potentiel, on attend qu'on nous donne la possibilité, mais je peux pas terminer cette partie de Nation Branding de vente de la destination sans tirer le chapeau au maire de la ville de Douala, Dr Mbassandine, qui a récemment ouvert la maison du tourisme de Douala. Avec cette ambition-là, l'ambition permanente ou alors son ambition profonde, c'est de vendre la destination touristique Douala. Même si on a encore du chemin, l'idée déjà, l'intention déjà de recruter des experts au sein de la mairie de Douala pour parler de tourisme, pour trouver des solutions pour le tourisme à Douala, c'est déjà donc c'est pour répondre à ta question. Peut-être à l'avenir, on s'achemine vers une meilleure organisation de la vente de la destination. Olivier Malonté, on pourrait même passer toute la journée ici. Je suis particulièrement touché par tout ce que tu nous racontes. Je suis particulièrement touché par ton parcours. Quelqu'un qui n'a pas hésité à se salir les mains, ça c'est il faut le dire. J'espère que vous allez apprendre parce que voyez-vous, nous avons aujourd'hui sur Internet des personnes qui, n'importe qui se lève, n'importe comment, il dit on va éduquer les entrepreneurs, on va former les entrepreneurs. Non, c'est pas n'importe qui forme les entrepreneurs. Et on ne forme les entrepreneurs qu'en racontant son parcours pour que les gens puissent s'en inspirer et de faire de ça ce qu'ils veulent. C'était Olivier Malonté. J'espère que vous avez kiffé comme moi. Normalement, c'est 30 minutes, mais là, nous sommes à plus d'une heure. Donc, c'est à comprendre de ce qui s'est passé sur ce plateau. Merci énormément pour ce partage, Olivier. Je suis très enchanté de vous connaître. Merci. Personnellement, vous. Et je souhaite beaucoup de bonheur à Cyberzone. Que la grâce accompagne votre projet parce que les entrepreneurs, vous avez oublié de le dire, c'est le poumon de l'économie. Exactement. En fait, au lieu de financer, je sais pas quoi, d'autres choses, mettez ensemble les entrepreneurs, financez-les. Vous allez voir, on aura un pays prospère parce que les entrepreneurs ne demandent rien. C'est Emmanuel Macron qui l'avait dit. Ils cherchent juste à résoudre des problèmes. Exactement. Imaginez un environnement dans lequel on pousse. Et moi, je dois vous le dire pour conclure. Moi, j'ai reçu de l'accompagnement. Et du gouvernement. Et des ambassades, j'ai reçu beaucoup d'accompagnement. C'est pour ça que je fais partie de la jeunesse positive mondiale et universelle. Je vous invite à nous rejoindre uniquement dans votre tête. Soyez positifs. Soyez positifs. On s'arrête donc sur ce mot. Soyez positifs et à la prochaine.